arrive, avenue d'Iéna. Alors déjà, il y a un premier truc, c'est qu'il y a 2 étages différents. Au premier étage, il y a l'administratif. Et au 6e étage, il y a les studios. Il y a donc déjà, tout d'un coup, on se scinde en 2 mondes. On se dit, là, c'est plus de la rigolade, là. Là, s'ils ont fait péter le bouclard, là, c'est que il se passe quelque chose. Les premiers salaires arrivent et on doit toucher, je crois, 5 ou 6 000 francs par mois. Enfin, 4 ans d'antenne, quand même. Hein. On sent que la radio se professionnalise. Et il y a 2 bascules vachement importantes. Il y a d'une part Jean-Pierre D'Amico, qui, c'est pas lui faire injure, peut-être qu'il m'en voudra que je dise ça, mais a du mal à prendre le virage du professionnalisme. Max, qui est très intelligent, comprend vite l'intérêt que représente Énergie pour lui. Et je résume rapidement, mais on peut dire ça comme ça, moralement, il pousse Jean-Pierre dans l'escalier. Et très vite, le rôle de Jean-Pierre se diminue comme une peau de chagrin, et le rôle de Max devient énorme. 2e phase, très importante, à peu près à la même période, l'arrivée du premier consultant américain, parlant pas du tout français, et qui s'appelle Ted Ferguson. Et la méthode, c'est de tout organiser. À l'époque, rien n'est organisé. Il avait une formule qui était magnifique, c'était, il s'était marqué en lettres d'or dans le studio, si vous n'avez rien à dire, ne le dites pas à l'antenne. Magnifique comme phrase. Donc, il nous bride, c'est vrai, mais on se rend compte que ça nous fait progresser énormément. Jean-Paul, très fasciné par le capitalisme américain, les méthodes américaines, etc. Il l'est toujours et ça lui réussit plutôt. Extraordinaire, les hommes politiques, c'est-à-dire qu'on vous dit, OK, vous pouvez émettre, mais on vous empêche, on vous retire les moyens de vivre, quoi. Or, une radio, je ne vois pas pourquoi les auditeurs des radios périphériques ou de Radio France auraient eu le droit à un bon confort d'écoute, à des programmes professionnels, puis les auditeurs des radios libres à des crachotis et des animateurs bénévoles. Bon, c'était pas simple. Je demande un rendez-vous à François Mitterrand qui me reçoit, je lui explique, je plaide le dossier avec la conviction qui était la mienne, et au terme de la conversation d'une demi-heure, François Mitterrand me dit « Filiou, vous avez sûrement raison, vous connaissez mieux le dossier que moi, mais je ne peux pas vous donner raison contre le Premier ministre. » Et donc, pas de publicité. C'est vrai, quand j'ai quelque chose dans la tête, je lâche pas prise jusqu'à temps que j'arrive. Parce que quand on est sûr de quelque chose, eh ben, il faut, comme disent les Américains, stand up for your opinion. Il faut se battre pour ce à quoi on croit et il ne faut pas lâcher prise. François Mitterrand, se rendant compte de la réalité des choses, et pas seulement du discours que je lui tenais, et qui finit par dire, ben oui, après tout, pourquoi pas la publicité. Et il fait cette déclaration au cours d'un voyage hors de France, aux États-Unis. Moi, je l'apprends ça par une dépêche de l'AFP. J'étais toujours dans la bataille, pas de publicité, je comptais pas là-dessus, donc par discipline. Et quand Mitterrand rentre à Paris, le lendemain ou le surlendemain, je l'appelle sur le téléphone interministériel, et je lui dis, je comprends pas, j'ai vu une dépêche AFP, vous avez dit que vous étiez d'accord pour la publicité? Et il me dit, mais oui, mais écoutez Filiou, ça fait 2 ans que vous me le demandez, vous n'allez pas maintenant me reprocher de vous donner raison. La puissance de notre émetteur a dépassé, c'est clair, les 500 watts, on est bien d'accord. On n'était pas les seuls. Mais alors, le pouvoir attendu 3 ans pour intervenir. Le problème, c'est qu'après 3 ans, on avait fidélisé énormément de gens et c'était trop tard. Et 3 ans après, on vous dit, eh ben, il faut revenir à 500 watts. Et ils ont voulu sévir, remettre de l'ordre dans la bande FM. Mais c'était trop tard, parce que vous n'avez pas privé les auditeurs, finalement, d'un plaisir nouveau et dont ils sont habitués. C'est trop tard, c'est trop tard. D'autant plus que les raisons ne sont pas justifiées. Il se trouve qu'il y a un émetteur qui écrase tout le monde, qui est Énergie, qui émet avec une puissance 15 fois supérieure à ce qui est autorisé, qui brouille tout le monde, y compris d'ailleurs les petites radios qui sont sous sa couverture hertzienne,
Et donc, nous décidons d'un commun accord de faire une intervention, cette fois-ci policière, c'est-à-dire de saisir les émetteurs. Bonjour, c'est Marc Scalia. Comme vous l'avez lu dans la presse, comme vous l'avez vu à la télévision, 9 grandes radios parisiennes, dont Énergie, sont menacées de saisie de façon imminente. Si votre radio, Énergie, venait à être saisie, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 14h, place de l'Hôtel de Ville. Sur l'antenne, ils ont commencé à parler politique. Et le lendemain, le mardi matin, je suis allé voir... j'en ai presque pas dormi de la nuit, c'est vrai. Et le lendemain matin, je suis arrivé dans le bureau de Jean-Paul, tout de suite à 9h, vraiment au début de la matinée, pour lui dire, il faut surtout pas que tu politises ta manif, il faut surtout pas faire de la politique, c'est pas dans les valeurs d'énergie. Mitterrand n'aime pas qu'on se dresse contre lui. C'est un homme orgueilleux et bon, la psychologie peut-être à la petite semaine, mais c'est comme ça. Et moi je me mets à sa place, je n'admettrai pas ça et tu le payerais très cher, tu le payeras très cher un jour. C'est un homme, c'est un éléphant, il a la mémoire longue. Donc quand ils ont voulu saisir Énergie et 6 autres radios, nous on a pris les devants, quoi. Puisque moi j'ai compris le samedi qu'il y avait des réquisitions de saisie au parquet compétent. Donc dès le dimanche, j'ai convoqué le dimanche après-midi à 2h tous les animateurs, on a fait les messages dès le dimanche. Parce que je dis, si on est saisi, au moins on aura lancé l'appel à la manif. Parce qu'on savait très bien que si on ne le faisait pas avant d'être saisi, bon, c'est pas les journaux de l'époque, qui sont toujours les mêmes d'ailleurs, qui auraient invité les auditeurs à aller à la manif. Ils étaient beaucoup trop liés avec les radios périphériques, les radios qui avaient le pouvoir. Dès le lundi, le mot d'ordre était passé dans les lycées, quoi. Donc on pouvait toujours être saisi. Effectivement, on devait être saisi dans la nuit du lundi au mardi, en cette première semaine de décembre 1984, en ce temps-là. Et lorsque les policiers qui devaient venir nous saisir nous ont téléphoné pour nous prévenir en disant on n'est pas d'accord, mais nous on est obligés d'appliquer les ordres qu'on reçoit. À Énergie, la radio la plus frappée, on est bien décidé à ne pas céder aux injonctions de la haute autorité et on est prêt à engager l'épreuve de force. On nous dit vous avalez une pilule de cyanure, suicidez-vous devant nous sous la menace d'un revolver. On préfère que les gens prennent leurs responsabilités et tirent, c'est-à-dire nous envoient les CRS pour nous faire taire. Énergie a plus d'auditeurs que toutes les radios du service public en FM réunis. Je crois que c'est surtout ça qu'on nous reproche, parce que ça gêne beaucoup de monde. Et en fait, on s'attaque une fois de plus à la réussite et au succès. Énergie, à l'époque, donc Baudecroux, avec lequel je m'engueulais souvent au téléphone, riposte par un appel sur ces ondes pour provoquer une manifestation au nom de la liberté, alors que nous étions, nous, le gouvernement, qui avions accordé la liberté des ondes, mais du coup, on devient l'empêcheur de tourner en rond et celui qui vient attenter à la liberté d'une organisation qui, elle, est complètement hors la loi. Les amis, aussi incroyable que cela puisse paraître, votre radio Énergie risque d'être saisie. Je pleure, tout le monde pleure, on pense que tout va s'arrêter. Et à ce moment-là, il y a des gens, l'adresse d'Énergie n'était pas connue. À l'époque, c'était 39 avenue d'Iéna. Mais il y a des gens qui sont arrivés, je ne sais pas d'où, des gens aussi, des artistes, etc. Et c'est là que j'ai appelé Dalila, j'ai dit, tu sais, il se passe ça, on va être saisi. Viens, toi aussi. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont tous d'accord. Mais Dalila, elle connaissait bien Mitterrand, le président de la République. Et donc, elle a dit, est-ce que tu veux que j'appelle? J'ai dit, mais ça ne sert à rien. Et je me souviens très bien, Dali, elle me dit, au téléphone, elle me dit, écoute, on peut toujours essayer. Qu'est-ce qu'on a à y perdre? Effectivement, elle a appelé. Alors à ce moment-là, elle a appelé en fait chez Jacques Attali, qui était le conseiller spécial du président. Il y a eu en effet une opération dans laquelle Dalida était, comment dirais-je, l'effigie, le symbole, ou Delanoë, qui avait aussi des relations avec Énergie, n'est pas complètement étranger, et puis je ne sais combien d'autres, et Attali. Et que, naturellement, vous imaginez bien le président de la République pris par des problèmes internationaux importants dans une conférence internationale, quand son conseiller vient lui dire « Attention, on va se mettre toute la jeunesse à dos, et puis il y a un tel, et machin, et Dalida qui est en tête de la manifestation »,
Qu'est-ce qu'il fait le président de la République sans de loin, il dit bon, demandez à Fillou d'arrêter, on verra quand je serai rentré à Paris. Et on n'a pas été saisi. Mais le lendemain, la haute autorité nous a suspendus pour un mois. Et là, on a dit non, on ne s'arrêtera pas. Et on a, qui plus est, redoublé d'appels à la manif pour le samedi. Je pense qu'à ce moment-là, la messe était dite. À savoir qu'ils savaient qu'ils allaient être sauvés. Mais qu'il fallait faire cette manif. Donc, au moment où, moi, je fais appel de manière très sincère et presque naïve au micro les artistes, on sait que, à mon avis, Max et Botcruz savent que Énergie est sauvée depuis longtemps. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont descendues aujourd'hui dans la rue à Paris pour soutenir l'une des radios locales privées parisiennes les plus écoutées, Énergie. Je vois pas pourquoi on arrête une radio qui fait plaisir aux gens, qui fait plaisir aux Français, qui fait plaisir aux jeunes. Ça, je trouve ça inadmissible. En plus, à la même époque, Johnny Hallyday sort un disque dans la phase, un single, un 45 tours, on dit encore à l'époque, dans la phase B, avec une chanson qui s'intitule « Ne tuez pas la liberté ». Bref, cette manifestation est un moment extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on a vécu ce jour-là. On a une camionnette qui est sur le devant. Sur le toit, il y a Jean-Luc Lahaye, il y a Patrick Bruel, tout à fait débutant, hein, Patrick qui chante à l'époque « Marre de cette nana-là ». Dalida, bien sûr, omniprésente grâce à Max, et la marraine d'Énergie en plus. On a la certitude de vivre un moment historique, et la certitude de se dire, cette fois-ci, on est indéboulonnable. Qui est 200 000, 100 000, 150 ou 250 000 personnes qui descendent dans les rues de Paris un jour de décembre pour... heureusement, il n'a pas plu. Pour défendre une marque, parce que ça s'est concrétisé comme ça a été la manif d'Énergie, la manif partie d'Énergie, selon le titre de Libération, qui était magnifique, parce que c'est effectivement le grand fondement de cette marque, ça a été ça. Et rarement des marques ont été fondées de cette manière-là. C'est devenu une socioculture. C'est vrai que c'était impressionnant, j'y croyais pas. Ça m'a même coûté une veste, le Paris de Max, parce que je ne croyais pas qu'autant de gens, honnêtement, puissent... Je sais qu'on est dans un pays où on aime bien descendre dans la rue pour un oui, pour un non, mais c'est quand même... C'était fou, quoi, quelque part. Ici, les gens continuent d'affluer. Je le vois encore derrière moi, je vous jure qu'ils arrivent encore par centaines. Je pense clairement que cette manif était une escroquerie. C'est-à-dire qu'on prenait les gens pour des cons en faisant croire que les expressions étaient menacées, qu'on vivait dans une espèce de dictature chilienne ou socialiste, et que le pouvoir de l'époque voulait museler les radios libres. Alors qu'il s'agissait juste de réglementer un peu ce joyeux bazar qui avait besoin de l'être. Et effectivement, quand j'ai vu ces centaines de milliers de jeunes dans la rue, je me suis dit, ben voilà, une page de l'histoire de la radio est tournée. Bravo et chapeau bas pour la réussite d'Énergie, mais effectivement, plus rien ne pouvait être comme avant, parce qu'ils avaient gagné. Et du coup, les lois ont cavalé après Énergie, c'est-à-dire qu'ils ont précédé, comme souvent ils ont fait, ils ont toujours été en avance d'une loi. Voilà, donc effectivement, je savais qu'une certaine forme de radio était condamnée à la marginalisation, et que Énergie était en train de gagner son pari et allait devenir ce qu'il est aujourd'hui, à savoir effectivement le premier groupe radiophonique privé et une très très belle réussite entrepreneuriale. Botcruz, il a su vendre un programme de télé, un programme de radio qui marche. Donc on peut dire bravo au chef d'entreprise, même si moi, pour autant, je ne suis pas prêt d'oublier qu'il a quand même acquis ce succès en fraudant à la loi. La vérité, les faits, c'est que Énergie est née en violant la loi, s'est développée en violant la loi, a prospéré en violant la loi. Il s'est fait qu'à un moment, il y a la haute autorité qui a dit on va essayer d'arrêter et n'a pas réussi à arrêter parce qu'il a raison. Attali a appelé Mitterrand à Dublin, etc. On est la seule radio, la seule grande radio populaire, on est indépendant financièrement, politiquement, on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Bien entendu, la réussite irrite. La réussite irrite, et en France, c'est pas facile de réussir, puisque j'ai l'impression aussi d'être devant un tribunal. Non, désolé. Et à l'époque, j'étais l'artiste numéro 1.
Et assez curieusement, à partir de cette manif, je ne suis plus jamais passé sur Énergie. À part une chanson, où là, ils n'ont pas pu faire autrement parce que j'avais passé le million de disques encore, et c'était Papa Chanteur. C'est la dernière fois que je suis passé sur Énergie. Je me suis longtemps demandé ce qu'était la couleur d'Énergie, entre vous et moi. Parce que enfin bon, c'est comme ça.